Donc l'innovation, voilà, le mot est lâché, hein, évidemment. Elle prend des formes très variées dans l'agriculture. Il y a les objets connectés, il y a l'intelligence artificielle, Mario Charrière en parlait à l'instant, il y a les tracteurs autonomes, il y a les robots, on en parlera cet après-midi avec Jean-Pierre Chanet, donc de l'INRIA. Il y a aussi la mobilisation de la biodiversité, le biomimétisme, les nouveaux circuits de distribution, les logiciels évidemment. Enfin bref, c'est partout. Sous réserve que les territoires soient suffisamment connectés pour permettre l'ensemble de ces applications. Ça, on en parlera cet après-midi. Donc, Patrick Escure, au niveau de vos adhérents, c'est 3000 agriculteurs, 5000 dans le Cantal. Dans le département du Cantal, nous avons à peu près 4500 exploitations et aux élections aux chambres d'agriculture, ce sont 6500 chefs ou hommes ou femmes d'exploitation qui ont été appelés à voter. D'accord, donc 6500 professionnels de l'agriculture. Donc comment la question d'innovation elle vient sur le tapis, parce que les conseillers des chambres rencontrent régulièrement les agriculteurs. Comment on en vient à parler d'innovation et est-ce que l'innovation c'est forcément numérique? Mais non, pas forcément, mais aujourd'hui ça rentre dans les projets. Donc les conseillers de la Chambre d'agriculture rencontrent les agriculteurs à diverses occasions, en particulier à l'occasion de projets de modernisation de l'exploitation. Alors les choses, je ne les prends pas forcément dans l'ordre, puisque au début, on commence par l'installation, qui est aussi un moment important de rendez-vous avec les agriculteurs. Et effectivement, les jeunes agriculteurs sont friands de nouvelles technologies. Et pour nous, il est particulièrement important de pouvoir répondre à la demande des jeunes agriculteurs. Donc au moment de l'installation, nous avons déjà là un moment qui est incontournable. C'est l'occasion aussi pour les jeunes agriculteurs de bâtir leur plan d'investissement, de voir ce qu'il y a besoin de moderniser dans l'exploitation. Et puis sur le côté du numérique, c'est certain qu'ils regardent ils connaissent un certain nombre de possibilités et bien sûr qu'ils sont demandeurs de pouvoir s'en servir. Après, dans toutes les phases de la vie de l'exploitation, il y a des projets de modernisation. Les projets de modernisation, ça passe souvent par les projets de bâtiments. Mais à cette occasion, il y a aussi toutes les questions qui sont posées. Et les agriculteurs se posent aussi beaucoup de questions par rapport à leur temps de travail. Sur les exploitations, il y a énormément de choses à faire. Il y a de plus en plus il faut produire, il faut vendre, il y a énormément de choses à faire. Et beaucoup d'agriculteurs, et la main-d'œuvre, par moment, devient de plus en plus rare. Donc là, ce sont des moments où les agriculteurs ont besoin d'être accompagnés et la question se pose par rapport, par exemple, au dossier de la traite. Est-ce qu'à ce moment-là, on fait appel à la robotisation ou est-ce que c'est l'appel à du salariat? Mais on sait tous aussi la difficulté de trouver de la main-d'œuvre. Donc c'est à l'occasion de toutes ces questions que nous examinons et qu'avec les agriculteurs, les choix sont faits. Et quand vous les conseillez donc sur un certain nombre de choix, parce que voilà, au quotidien, comme beaucoup d'entreprises, finalement, les agriculteurs sont soumis à une forte pression d'offres commerciales. On leur dit prenez ça, ça va changer votre vie, vous allez avoir du temps libre, etc. Comment vous les aidez à interpréter ces offres commerciales pour leur dire bon non, ça marche, ça marche pas tellement, ça c'est fait pour toi, ça ne l'est pas. Mais disons que les agriculteurs sont confrontés à ces questions dans différents domaines. Il y a le domaine de la conduite de l'élevage, il y a le domaine de la conduite des parcelles, et il y a aussi la gestion. Donc il y a une partie des propositions qui viennent directement des partenaires de l'agriculture, que ce soit les CER, les coopératives, les chambres d'agriculture, et des partenaires aussi privés qui font des propositions. Il y a également, aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, les agriculteurs vont être de plus en plus sollicités. Donc au milieu de tout cela, la question c'est de quoi l'agriculteur a-t-il vraiment besoin? Et puis en même temps, est-ce que l'investissement que l'agriculteur est prêt à faire, est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'il faut aussi que l'agriculteur puisse assumer financièrement, mais on sait bien qu'aujourd'hui, avec les prix des produits, les marges sont quand même faibles.
Donc on essaie de regarder avec l'agriculteur si l'investissement correspond à son besoin et si le coût sera amortissable. Après, l'agriculteur fait ses choix, mais nous voyons bien que de toute façon, l'agriculteur dans le département du Cantal investit beaucoup en modernisation et que de toute façon, les agriculteurs sont dans l'optique de préparer l'avenir et d'être toujours à la pointe du progrès. Merci Patrick Lescure. On imagine que sur ces questions effectivement d'évaluation financière de l'innovation et de la modernisation, vous travaillez en binôme quelque part avec les experts comptables, parce qu'on est sur un raisonnement économique, c'est-à-dire que ce qui prime dans tous les cas, avant toute chose, c'est la performance de l'exploitation. Performance est entendue comme performance économique. Thierry Lannette. Donc bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, le CERFRANS travaille en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Le CERFRANS travaille aussi en partenariat avec les différentes coopératives agricoles dans le département. Il ne faut pas perdre de vue que nous avons tous un devoir, c'est d'accompagner au mieux nos agriculteurs pour pouvoir être présents demain. On sait que le temps est difficile. Tout à l'heure, Patrick parlait des investissements pour préparer demain. Donc, quelque part, il y a le retour sur investissement, puisque c'est bien, il faut investir pour préparer demain, pour pouvoir être le mieux équipé pour affronter les défis de demain, puisqu'à un certain moment, le consommateur final nous demande beaucoup de choses, notamment de la traçabilité. Pour répondre à cette traçabilité, donc c'est plus du domaine technique, je suppose que Patrick y répondra tout à l'heure, mais nous, agriculteurs, puisque avec Patrick, on a la chance tous les deux d'être agriculteurs, donc voilà, on peut parler en tant qu'agriculteur aussi. On a besoin d'outils pour pouvoir répondre à ces attentes du consommateur. Ces outils ont un coût. Alors effectivement, nous, le CERFRANS, quelque part, il y a des préconisations techniques qui sont faites donc, par les coopératives, par la Chambre d'agriculture. Et quelque part, notre rôle, c'est d'accompagner notre client, notre adhérent, dans le sens de lui donner des indicateurs de façon à orienter, pour l'aider à s'orienter pour prendre une décision dans les choix qu'il fera pour demain. Alors comment vous dialoguez avec eux? Parce qu'à un moment donné, on est sur quasiment de la modélisation d'activité, du pilotage. Je sais que CERFRANS, très tôt, dès 2012, a poussé des services et des produits de pilotage des exploitations. Est-ce qu'on arrive à un stade où quelque part l'agriculteur arrive à modéliser son activité, à gérer tous les paramètres, on n'en est pas complètement encore là? L'ERP finalement qu'on a dans le monde industriel, est-ce qu'il est transposable dans le monde agricole? Il doit être transposable. Aujourd'hui, CERFRANS, on a à un certain moment un défi à relever, puisque, comme toute entreprise, nos clients ont tous des tranches d'âge différents. Et, selon le client que nous avons face à nous, il n'a pas les mêmes appétences avec les mêmes moyens de communication. Effectivement, pour rebondir tout à l'heure sur les propos de M. Charrière, nos jeunes agriculteurs qui sont très formés sont très demandeurs de toutes les nouvelles technologies. Par contre, la génération qui s'apprête à quitter le métier, certains se sont appropriés ces nouveaux outils, mais d'autres les ont plutôt refusés, les ont plutôt boudés. Et une entreprise comme la nôtre aujourd'hui, notre défi, c'est de pouvoir répondre aux attentes qui sont différentes selon l'âge du chef d'entreprise, puisqu'un agriculteur est avant tout un chef d'entreprise, et selon l'âge de notre chef d'entreprise, les attentes sont forcément différentes. Alors dans ce deuxième temps, comment faisons-nous? Effectivement, à nos jeunes générations, plutôt nos jeunes générations qui sont friandes de SMS, qui n'ont pas peur d'aller sur le web, d'aller consulter leur mail,
on pousse de l'information via ces différents canaux. Pour nos anciennes générations, on a encore ce qu'on appelle dans notre jargon des réunions de secteur où ça nous permet de les réunir et de leur présenter de façon orale, en visuel, les évolutions et puis nos ressentis. Donc aujourd'hui, en termes de logiciels comptables, enfin de logiciels de pilotage de l'activité sur le volet économique, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de pouvoir anticiper, ils ont besoin d'être connectés au cours des marchés, de savoir à quel moment ils peuvent vendre, comment ils formulent leurs attentes. Enfin, quels conseils vous leur donnez aujourd'hui pour optimiser la performance économique des exploitations? Alors, ce que nos agriculteurs aiment bien, c'est quelque part déjà pouvoir se comparer à des moyennes de groupe. Donc pour ce faire, au niveau régional, avec nos amis de Puy-de-Dôme, de l'Allier, de la Haute-Loire, et puis aussi nos amis lozériens qui, quelque part, ont les mêmes préoccupations de département d'élevage. On a créé ce qu'on appelle l'Alliance Massive Centrale, où à ce niveau-là, on a de la collecte de données. Ça nous permet de faire des références et on redonne ces références à nos agriculteurs et ça leur permet de se comparer de façon pour eux à prendre des décisions qui leur paraissent pertinentes pour demain. Notre rôle, lorsqu'on intervient sur les exploitations, tout comme je suppose la Chambre d'agriculture, c'est non pas de décider pour l'agriculteur, mais bien apporter de l'information, des moyens de réflexion pour permettre à l'agriculteur de prendre les décisions qui sont les plus pertinentes pour lui, selon aussi les objectifs de l'agriculteur qu'il s'est fixé sur son exploitation. Et ça, se fixer des objectifs, ça aussi, ça induit une sorte d'ingénierie quelque part. Est-ce qu'ils arrivent tous à se fixer des objectifs? Parce que les renvoyer à leurs objectifs, on sait que quelque part, que ce soit vis-à-vis des équipes de Patrick ou les vôtres, ils disent pas, bon, je fais quoi? Je prends lequel? Je prends quel prestataire? Allez, bon, tu peux me le dire, lequel c'est le meilleur? Voilà, on sait aussi comment ça se passe de cette façon-là. Est-ce qu'ils arrivent vraiment à formuler des objectifs ou est-ce qu'ils sont aussi, pour certains, dans l'urgence, on est dans le guidon, juste en réaction? Alors on a de tout cas de figure, effectivement, on a pour un certain nombre d'agriculteurs qui sont la tête dans le guidon. Et comment un chef d'entreprise peut gérer une exploitation, une entreprise, en ayant la tête dans le guidon. Le défi qui est le nôtre, c'est de les aider à relever la tête du guidon, avant toute chose, et en essayant de les entraîner, à leur dire, voilà, quels sont leurs objectifs sur votre exploitation. Les objectifs, ils peuvent être de toute nature. Ça peut être le temps de travail, puisque c'est un facteur qui est limitant. Ça peut être l'économie, ça peut être aussi l'appétence pour le végétal, ça peut être l'appétence pour l'animal. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il nous faut bien prendre en compte selon les attentes du client, puisque ne perdons pas de vue, nous avons un client face à nous et il faut, et c'est là le plus difficile, de cerner les attentes de notre client. Et il faut amener notre client à s'exprimer, à verbaliser quelles sont ses attentes, de façon à l'aider à pouvoir prendre des décisions qui soient pertinentes pour demain. Patrick Escure, là on voit qu'effectivement c'est la dimension en fait de stratégie, c'est de l'accompagnement stratégique, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à coucher finalement les objectifs, mais qui ne sont pas forcément évidents pour l'agriculteur. Donc on l'aide à avoir une réflexion stratégique, à se projeter, et là on peut faire de l'innovation utile en fait. Aujourd'hui c'est une tendance forte, le conseil stratégique dans les chambres. Oui, aujourd'hui c'est une tendance forte et qui est nécessaire pour le monde agricole, puisqu'il faut aujourd'hui, dans énormément de domaines, revoir sa stratégie, ou en tout cas se poser la question, est-ce que je suis dans une bonne stratégie? Que ce soit par rapport aux orientations, on voit bien par rapport au climat, par rapport aux attentes de nos concitoyens en permanence. Et l'agriculteur tout seul, isolé, ne peut pas rentrer dans cette réflexion stratégique.
Donc là, c'est vraiment le rôle des organisations professionnelles de mener une réflexion et de la mener avec les agriculteurs. Ensuite, ce qui est certain, c'est qu'il y a des, comme l'a dit le président du CER, Thierry, nous avons énormément de modèles d'agriculteurs, de types d'agriculteurs, de sociologie d'agriculteurs, très différentes. Donc il y a ceux qui sont toujours à la recherche pour aller plus loin, mais ceux-là, en quelque part aussi, sont des pionniers qui, par moments, ont des échecs, mais ont aussi des réussites. Donc après, notre rôle, c'est aussi, on se sert aussi de ces réussites, et malheureusement des fois aussi de ces échecs, pour après faire voir aussi aux agriculteurs ce que d'autres agriculteurs font. Depuis toujours, le développement agricole a été basé aussi sur le fait de regarder ce qui se fait à côté, ce qui se fait dans les régions voisines, dans d'autres pays, mais aussi dans les départements voisins, ou même chez le voisin. Et donc nous avons la chance dans le département du Cantal d'avoir encore gardé les groupes de développement agricole. Donc nous avons... C'est quoi, c'est les groupes de développement? Mais disons que c'est quelque chose qui a démarré dans les années 60, où localement des agriculteurs se rassemblent, donc sous la forme de groupes de développement agricole, de groupements de vulgarisation agricole. Et donc là, on est vraiment auprès des agriculteurs. Ce sont des groupes où on a à peu près dans le département du Cantal 1400 agriculteurs qui sont répartis dans des groupes de développement, donc de réflexion commune. Et ce sont eux qui, à la fois, ces groupes, on peut amener de l'information, mais ces groupes aussi organisent des visites, organisent des déplacements, organisent des réflexions entre eux. Il y a des assemblées générales, puisque juridiquement ces groupes sont constitués. Et donc nous avons cette chance dans le département d'avoir ces groupes qui sont des relais, mais aussi des lieux où donc on peut faire voir justement des exemples qui marchent bien. Et donc par rapport au numérique, il y a énormément de choses aussi qui peuvent se faire, mais dans tous les domaines, dans le département, on a en permanence des groupes qui travaillent sur un sujet. Et des fois, on a des groupes qui en commun veulent parler du même sujet, donc là, on fait quelque chose d'un peu plus vaste, mais il y a une vie en permanence par rapport à ces groupes, et ça, c'est une chance, puisque là, les agriculteurs, concrètement, avec nos conseillers, puisqu'après, chaque groupe est accompagné par un conseiller de la Chambre d'agriculture, donc là, il y a toute une réflexion, et puis un échange qui se fait, y compris aller voir ce qui marche bien ailleurs, et donc l'innovation et le développement se fait comme ça. Donc que ce soit par rapport à une autre façon de travailler ces parcelles, par rapport à une autre façon de conduire ces animaux, par rapport au numérique, par rapport à la modernisation ou des sujets nouveaux comme la méthanisation. Chaque fois qu'il y a un sujet nouveau, par ce moyen-là, on amène nos groupes de développement à en parler, s'ils ont besoin, à aller voir. Ensuite, ils reviennent et là, on fait des réunions où on réunit encore plus d'agriculteurs. Si un agriculteur est allé dans une action et l'a concrétisé sur son exploitation, on fait des visites d'exploitation. Maintenant, on reçoit même des SMS en disant il y a un agriculteur sur les parcelles et il y a une nouvelle action pour éviter de mettre des désherbants et donc du binage. Eh bien, un nouvel outil, eh bien, cet après-midi, on reçoit un SMS pour être demain matin à 10h au rendez-vous pour tous ceux que ça intéresse pour aller voir cette nouvelle machine qui permet de biner. Donc, et après, on peut faire, les techniciens de la Chambre d'agriculture font des vidéos. Et donc, ces vidéos, elles sont sur les outils aujourd'hui. Donc, il y a énormément de choses aujourd'hui qui sont possibles de faire et que nous essayons de faire pour essayer de faire évoluer l'agriculture et essayer de faire évoluer tous nos agriculteurs. Parce qu'on pense que l'agriculture, c'est une routine, mais en fait, non. C'est un monde qui bouge, c'est un monde qui évolue, qui travaille. Et des fois, on nous fait le reproche qu'on ne veut rien changer, mais au contraire. En permanence, on est en train d'évoluer. On fait des investissements qui sont colossaux parce qu'on cherche à évoluer dans l'intérêt du pays et dans l'intérêt de nos concitoyens. Merci Patrick Escure. Donc c'est une vraie mine d'or, effectivement, ces groupes de développement agricole. C'est vrai que voilà, s'il existe des synthèses partageables de ces travaux, parler de vidéos, etc., il faudra qu'on puisse les relayer sur le site du Smart Agri Forum, parce que pour l'instant, il y a un bénéfice qui est clair pour les membres de chaque groupe, mais je pense qu'il y a une mine d'informations. Après, on les met sur on les met sur les relais sociaux qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est vrai que... Mais on reçoit aussi ce qui se fait partout ailleurs. Donc, mais par contre, le problème, c'est qu'un agriculteur ne peut pas passer la totalité de ses journées et de ses nuits à regarder ce qui se fait ailleurs.
mais il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a une capacité à aller chercher des informations qui est phénoménale. Merci Patrick Esquivel. François Morales, autre acteur de proximité auprès des agriculteurs, après les experts comptables, ce sont les assureurs. Vous êtes responsable du pôle métier agricole chez Groupe Amadoc. Et Groupe Amadoc, la question de l'innovation, comment elle arrive sur la table dans les entretiens que vous avez avec les agriculteurs? Alors, bonjour à tous. Donc, pour nous, l'innovation elle est à différents niveaux. Donc, tout d'abord, on a l'expérience client, nos sociétaires. Donc, c'est de pouvoir leur faciliter la vie au quotidien, autant dans la souscription de nouveaux contrats, la réalisation de devis, la déclaration de sinistres, l'envoi de pièces pour des règlements. Voilà, ça c'est un des premiers besoins qu'il faut qu'on travaille au quotidien pour faciliter la vie de nos sociétaires. Là, vous digitalisez votre propre métier. On digitalise pour que la réponse soit toujours plus rapide. Tout à fait. Donc là, c'est apporter de l'autonomie parce que nos sociétaires ont évolué, comme on l'a dit tout à l'heure. On a différentes générations aujourd'hui qui est sur le métier, avec des besoins, des souhaits différents. Donc il faut pouvoir répondre à toutes ces personnes-là. Ensuite, au niveau de Groupama, nous avons un réseau d'élus. Donc on a 8000 élus sur la caisse régionale. On a des commissions, on a des représentants d'élus et on travaille en collaboration avec eux, main dans la main, et à travers ces différents échanges qu'on peut avoir, on a des remontées sur les nouveaux besoins qui pourraient émerger, des besoins de nouvelles garanties, des besoins de nouveaux services. Et donc là, on peut faire de l'innovation au jour le jour. Et l'innovation n'est pas forcément que numérique ou digital. On a actuellement un pilote sur la prévention pour l'utilisation du matériel agricole, avec de l'optimisation d'air. L'objectif de Groupama, quand on fait de l'innovation, c'est toujours de rester dans notre cœur de métier, alors, soit au travers d'assurance, soit au travers de services qui sont en lien avec la prévention des risques. Donc ça, c'est un des premiers leviers qu'on a aujourd'hui pour faire de l'innovation, donc du service. On a également des objets connectés. Donc chaque caisse régionale a pour objectif de développer des objets connectés et ensuite d'en faire bénéficier la communauté. Donc, au sein du groupe Amadoc, nous avons travaillé avec nos élus et avec nos différents sociétaires à l'élaboration d'un dispositif de sonde connectée, donc qui tout simplement un thermomètre qu'on a connecté à un boîtier qui permet d'avoir des relevés de température avec une certaine fréquence, qui suit l'élévation de la température dans le fourrage et qui alerte si certains seuils sont atteints. Le but, à nouveau, c'est de faire de la prévention, d'éviter qu'il y ait un sinistre qui survienne. Notre métier est bien sûr d'indemniser en cas de survenance d'un sinistre, mais si on peut l'éviter, c'est toujours bénéfique pour tout le monde. Là, on est dans de la prévention du risque, on est dans la pérennité d'une entreprise. Se remettre d'un gros sinistre, c'est jamais évident, surtout dans le secteur d'élevage, puisqu'il faut reconstituer un cheptel, il faut faire remettre en place des bâtiments. C'est toujours long et ça peut être difficile. Donc là, c'est un autre levier sur l'innovation. Et après, quand on parle d'objets connectés, on parle également de transfert de données, de détention de données, de RGPD derrière. On a des besoins de garantie et dernièrement, nous avons mis en place pour tous nos sociétaires qui étaient en portefeuille une nouvelle garantie qui est la cybersécurité. Voilà. Donc ça, c'est une autre innovation que nous avons apportée à nos sociétaires sans évolution particulière. C'est compris dans le package de leur assurance, vous l'avez mis dans leur package tout à fait. Ou c'est une garantie complémentaire? C'est une garantie complémentaire qu'on a mis d'office dans leur contrat. On les a informés qu'il y a eu une évolution en début d'année et il n'y a pas eu de majoration puisqu'on estime que c'est à minima un service qu'on doit apporter aujourd'hui puisque les besoins évoluent, les risques évoluent au niveau des entreprises et on sait qu'on a de plus en plus de logiciels malveillants avec des problématiques au niveau des entreprises, puisqu'on peut avoir un système d'information qui est bloqué, on peut avoir le piratage de données, enfin, des exploitants qui font du commerce, qui commercialisent eux-mêmes leurs produits, détiennent des informations de leurs clients. Ils ont l'obligation, enfin toute entreprise a l'obligation de protéger les données personnelles de ses clients, et donc là, on se doit d'intervenir. Ils deviennent sensibles, en fait, les exploitations deviennent aussi sensibles que n'importe quel commerce, n'importe quelle industrie, tout à fait. Parce qu'ils commencent à produire de la donnée et à en exploiter. Exactement. Et là, on constate que depuis le début de l'année, on a beaucoup d'événements et de sinistres qui surviennent, notamment sur le milieu agricole.
alors que ce n'était pas forcément le secteur d'activité sur lequel on aurait mis en premier. C'est-à-dire qu'il y a des attaques cyber aujourd'hui sur un nombre croissant d'exploitations. Tout à fait. Oui. Et donc avec des demandes de rançon, des demandes des blocages de systèmes d'information, et du coup, oui, on est confronté à cette nouvelle problématique. Et comment les agriculteurs justement ont vu cette proposition de valeur sur la cybersécurité? Est-ce qu'ils se sont dit, écoute François, t'aurais mieux fait de nous baisser la cotisation, ou est-ce qu'ils se sont dit, bah, tiens oui, effectivement ça a du sens? Tout simplement, on ne l'a pas majoré déjà. Ça a noté. Mais non, c'était plutôt bienvenu, puisque aujourd'hui, en plus il y a un an en arrière, on a beaucoup entendu dans les médias l'apparition de ces logiciels malveillants avec des blocages. Donc du coup, il y a eu une certaine sensibilité. L'arrivée de la RGPD a posé également certaines questions. Donc on avait quand même ces problématiques sur le terrain et des demandes qui émanaient soit de nos sociétaires en direct, soit de notre réseau d'élus qui nous disaient écoutez, on est confronté à cette nouvelle problématique. Quelle est la position du Groupama par rapport à ces sociétaires? Qu'est-ce que nous pouvons apporter aujourd'hui comme solution en tant qu'assureur? Et quels sont les nouveaux besoins qui émergent? Parce qu'effectivement, on comprend la prévention incendie-fourrage, cybersécurité, effectivement, ça paraît là aussi dans une logique de prévention. Qu'est-ce qui est en train de monter, les besoins émergents aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous travaillons essentiellement sur du self-care, donc c'est la mise à jour de données contractuelles pour nos sociétaires, donc aussi bien sur des assurances récoltes, aussi bien sur des contrats par rapport au matériel agricole, notamment avec l'arrivée du FVA, du fichier des véhicules assurés, où il y a une obligation pour les assureurs de pouvoir indiquer si le véhicule est assuré ou pas. Mais pour ce faire, il faut qu'on ait toutes les données également en base. Donc on met à disposition la mise à jour en automatique de l'immatriculation. On a des objets connectés tels que la vidéosurveillance. On travaille également sur un dispositif de tracteur connecté, toujours sur le domaine de la prévention avec des alertes retournement, des alertes vol, mais également on fait une étude sur des données économiques. Et pour ce faire, on s'était rapproché du CERFRANS en Haute-Garonne pour voir comment on pouvait travailler ensemble sur ces dispositifs-là. L'objectif était vraiment d'apporter un service complémentaire à nos sociétaires dans la performance économique également par rapport à l'objet connecté. Toujours dans l'idée d'avoir une pérennité de l'entreprise agricole. Oui, c'est marrant, on a parlé tout à l'heure de robustesse, je pense qu'on y reviendra. Merci beaucoup François Morales. Avec plaisir. Jean-Baptiste Vervi, donc président de l'association Co-Farming. On a parlé des groupes de développement agricole. On voit qu'on arrive localement à créer des équipes. On ne se regarde pas en chien de faïence, on partage la connaissance. C'est un peu l'esprit de l'association Co-Farming. Vous voulez revenir aux fondamentaux de l'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bonjour à tous. Alors, je peux expliquer ce qu'est l'association Co-Farming, ça permettra de préciser un peu les choses. Donc, je précise aussi que je suis assez agriculteur, comme ça il y en aura 3 à la table. Il n'y a que nous deux, on se non, mais l'association Co-Farming, c'est une association de start-up agricoles nationale qui rassemble des start-up qui ont tous la même initiative d'être sur le collaboratif. Et considérant que les solutions sont chez les agriculteurs, mais qu'on ne se connaît plus, de moins en moins, parce qu'on ne se voit plus aux réunions, parce qu'on n'a plus le même profil, on ne sort pas de l'école en même temps. Vous n'avez pas de groupe de développement agricole? Si, mais tout le monde, dans toute structure, fera le même constat, qu'ils sont de moins en moins nombreux à chaque fois qu'on fait une petite AG, conférence, réunion de terrain. Et du coup, on se connaît de moins en moins. Et l'apéro où en fait on échangeait en disant tiens, mon gars, t'aurais pas une solution pour le désherbage, machin, enfin voilà, on n'est pas là. Donc nous, l'idée, c'est de mettre cette dimension collaborative qui est dans notre société en règle générale, dans l'agricole, et mettre du numérique pour rapprocher des gens qui, a priori, ont le même centre d'intérêt, mais ne se connaissent pas. Et c'est autant sur rapprocher des gens pour échanger du matériel, que travailler l'un avec l'autre, que échanger des données pour se comparer, se benchmarker, pour échanger des parcelles. Il y a quelques startups de l'association Co-Farming qui pitcheront tout à l'heure, je ne rentre pas
pas dedans. Mais c'est l'idée que le collectif est fort et qu'entre les agriculteurs, il y a des leviers de croissance, leviers de performance qui sont disponibles. Simplement, il faut rapprocher, reconnecter en fait les gens, donc via toute plateforme. Mais comme on connaît, quand on fait du blablacar, on est dans des plateformes collaboratives où on rapproche des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Hein. Donc on n'est pas révolutionnaire, simplement, voilà, on reprend toutes ces initiatives-là avec tous, on a la même motivation d'aider les exploitants à gagner en productivité, en compétitivité. Alors tout le monde va vous le raconter, hein, toute start-up qui lance son nouveau service dit ouais, le truc est magique, je vais vous sauver, l'agriculture sera sauvée. D'ailleurs, il y a plein d'articles qui sont sortis en disant ouais, le digital va sauver l'agriculture. Ok. En fait, en réalité, c'est peut-être pas si évident que ça, parce qu'il y a un point que vous avez évoqué tout à l'heure qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a le digital, et forcément nous on vend des solutions, mais il y a l'homme. Et l'homme est la clé du digital, dans le sens où on a beau amener un outil, c'est savoir son accaparé en fait qui va être prédominant. C'est-à-dire qu'on discutait tout à l'heure avec une personne, il y a des services qui sont proposés aujourd'hui dans les startups, voilà. Et il y a des collègues qui s'en saisissent pas ou qui se disent ouais bah tiens est-ce que c'est intéressant ou pas, ouais, c'est des petits jeunes, ils sont en basket à chaque fois qu'ils présentent le truc, bon c'est pas pour moi, tout ça. Mais en fait des fois il y a des leviers de croissance intéressants, simplement il faut changer ses habitudes, il faut changer son regard. Le cas le plus symptomatique, qui est un peu caricatural, mais quand même qui est le matériel, vous êtes bien